Donc on reprend le cours au niveau du théorème d'Ampère. Donc on considère n fils parcourus chacun par un courant, I1 jusqu'à In. Et on considère aussi une courbe fermée. Donc pour appliquer le théorème d'Ampère, la première chose à faire, c'est de définir une courbe fermée. C'est l'équivalent de ce que vous avez vu en première année en électrostatique de la sphère de Gauss. Donc pour la sphère de Gauss, il faut déterminer la sphère sur laquelle on va appliquer le théorème de Gauss. Ici, il faut définir le contour. Généralement, on choisit le contour qui va nous simplifier le calcul. Alors la deuxième chose, une fois qu'on définit le contour, il faut l'orienter. Donc si je reprends ce contour qu'on a ici, on a plusieurs courants qui le traversent. Donc I1, I2, etc. Et des courants ici, il y a un courant qui ne le traverse pas. Alors pourquoi on doit orienter le contour? Donc ici on a choisi ce sens positif, dans ce sens-là. C'est parce que la surface enfermée par ce contour, que je vais appeler ici S, donc c'est une surface qui est ouverte. Donc la normale à cette surface, elle peut être orientée vers le haut ou vers le bas. Alors pour définir l'orientation positive, c'est pour ça qu'on doit orienter le contour. Si j'applique ce sens positif, on utilise la règle de la main droite pour définir le sens positif de la normale. Donc la règle de la main droite, vous la connaissez. Donc vous faites ça. Ça c'est le sens positif. Et l'index vous donne le sens positif de la normale. Donc ici, la normale doit être dirigée vers le haut. Si je choisis le sens inverse, donc ce sens-là, toujours la règle de la main droite, elle va me donner un sens positif vers le bas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut écrire le théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation du champ magnétique à travers la courbe fermée, donc à travers gamma, est égale à mu0 fois la somme algébrique des courants qui traversent le contour fermé. Donc ici par exemple, si j'applique le sens positif, on voit que I1, il va dans le sens positif, c'est-à-dire vers N, il va vers le haut. I2 c'est la même chose, et I3 ici, il va vers le sens inverse. Donc ici, si j'écris cette somme algébrique, je vais avoir plus I1, plus I2, moins I3, etc. Donc c'est ça le théorème d'Ampère. Donc ici on a un autre exemple. Donc on a cet autre exemple, c'est toujours le même contour, c'est toujours le même sens positif. Donc en utilisant ici la règle de la main droite, vous voyez que j'obtiens le sens positif vers le haut. Et c'est ce qui est dessiné ici. Donc N, la normale à cette surface délimitée par le contour, elle est dirigée vers le haut. Donc l'application du théorème d'Ampère ici nous donne plus I1, plus I2, parce que I1 et I2 traversent le contour vers le haut. Donc ça donne un sens positif. Et moins I3, I3 elle traverse le contour, mais ça va vers le bas. Donc ça donne un signe moins. Et I4 ne traverse pas le contour, donc il ne compte pas dans la somme algébrique. Voilà. Donc le théorème d'Ampère, comme j'ai déjà dit, c'est l'équivalent en magnétostatique du théorème de Gauss en électrostatique. Alors l'inconvénient de ce théorème, c'est exactement comme le théorème de Gauss en électrostatique, c'est qu'il faut un haut degré de symétrie pour l'appliquer. Par exemple, si je prends l'exemple en électrostatique d'une sphère uniformément chargée, dans ce cas, on va avoir un champ électrostatique qui va être radial. Donc, il va dépendre d'une seule coordonnée, R. Et donc, l'application du théorème de Gauss dans ce cas simplifie le calcul. Mais si vous avez une distribution de charge non uniforme qui dépend de R, θ et φ, dans ce cas, l'application de Gauss va devenir compliquée. C'est la même chose ici pour le théorème d'Ampère.
Si on n'a pas un haut degré de symétrie, son application ne simplifie pas le calcul. Bien, alors maintenant on passe à une autre section concernant la conservation du flux du champ magnétique. Alors la conservation du flux du champ magnétique, ça veut tout simplement dire que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est égal à 0. Donc considérons une région de l'espace où il existe un champ magnétique qui traverse cette surface sigma fermée. Donc comme ceci. Donc on considère par exemple le champ créé par un aimant et la surface sigma, c'est la surface qui est ici. Donc la conservation veut tout simplement dire que le flux à travers cette surface fermée est égal à 0. Alors ceci est vrai pour toute source de champ magnétique, quelle que soit la source de champ magnétique que vous considérez. Si vous mettez une surface fermée à côté, vous considérez plutôt une surface fermée à côté, et vous calculez le flux du champ magnétique à travers cette surface, vous allez toujours trouver 0. Alors essayons d'analyser un peu plus ce cas-là. Donc je redessine la surface fermée ici, sigma, et on constate une chose, on constate que les lignes du champ, donc ces lignes du champ qui traversent la surface, ils traversent la surface du bas et sortent du haut. Alors vous savez que le flux, par définition d'un champ de vecteur à travers une surface, en fait il compte, donc le flux est équivalent, c'est une façon de compter le nombre de lignes de champ qui traversent à travers cette surface que vous considérez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère les lignes de champ qui traversent vers le bas, puisque c'est les mêmes qui sortent vers le haut, donc on a le même nombre de lignes de champ qui rentrent par le bas et qui sortent par le haut. Donc si j'écris le flux de B à travers sigma, donc ce flux qui est écrit ici mathématiquement, sous la forme de phi 1 plus phi 2. Et phi 1, c'est le flux qui traverse cette moitié de la surface, que je vais appeler S1. Phi 2, c'est le flux qui traverse la moitié basse de la surface, que je vais appeler S2. Donc phi 1 c'est à travers S1, phi 2 à travers S2. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Si je prends un point ici, le champ magnétique, il sort vers le haut. Et la normale à la surface en ce même point, elle aussi, elle est dirigée vers le haut. N. Donc ça veut dire que B, scalaire, je vais appeler cette normale N1, donc ça c'est positif. Et à l'inverse, si je prends la normale ici, donc elle va vers le bas, et le champ magnétique ici, il va toujours vers le haut, donc B, scalaire N2, c'est négatif. D'accord? Or, dans le flux, lorsque vous calculez le flux, alors je vais effacer maintenant ici, lorsqu'on calcule le flux, si je calcule phi 1 donc c'est quoi par définition? C'est B ds1, alors ds1 je peux l'écrire sous la forme n1 ds1, et n1 scalaire fois ds1, c'est le vecteur ds1, donc le vecteur ds1 il est dirigé suivant la normale bien sûr, et donc ce flux il va être positif. Phi 2 c'est B scalaire N2 ds2, ce flux par contre va être négatif.
Donc, le flux qui traverse la surface nord, la surface qui se trouve vers le haut, S1 est positif, et le flux qui traverse S2, il est négatif. Mais, ce qui est important, donc rappelez-vous ce que je viens de dire juste avant, c'est que φ1, c'est le nombre de lignes, le flux, on peut dire que c'est le nombre de lignes de champ qui traversent une surface. Donc, φ1 en valeur absolue, il est égal à φ2, puisque les mêmes lignes de champ qui rentrent par S2 sortent par S1. La seule différence, c'est le signe. Ce φ1, il est positif, celui-là, il est négatif. Donc, φ1 est égal à moins φ2. Et donc, φ total à travers S, c'est φ1 plus φ2, donc c'est 0. Donc, la raison pour laquelle le flux se conserve du champ magnétique, c'est parce que les lignes de champ rentrent par la surface et les mêmes ressortent. Donc, autrement dit, c'est parce que les lignes de champ forment des courbes fermées. Les lignes de champ magnétique, c'est toujours des courbes fermées, ils s'enroulent sur eux-mêmes, et c'est ça qui est la cause de la conservation du flux du champ magnétique. Alors, pour comprendre la signification physique profonde de ce constat, de la conservation du flux du champ magnétique, faisons l'analogie avec l'électrostatique. En électrostatique, donc, si vous avez une surface fermée, comme dessiné ici, cette surface, si elle contient une charge Q1, supposons que Q1 est positif, ou elle peut être négative, ce n'est pas important. Le théorème de Gauss, il nous dit que le flux du champ électrostatique, donc ça c'est la surface S1, à travers S1 est égal à la charge enfermée par cette surface, donc Q1 sur la permittivité absolue du vide, sur epsilon 0. Donc Q ici, ça veut dire Q intérieur, donc la charge intérieure qui se trouve à l'intérieur de cette surface. Donc si on a une charge à l'intérieur, et ici considérée positive, donc ce flux il est strictement supérieur à 0. Il n'est pas égal à 0. Et dans ce cas, si les charges qui se trouvent à l'intérieur sont positives, bien sûr les lignes de champ, on peut dire que c'est des droites qui vont vers l'infini. Donc ce n'est pas des courbes fermées. Donc la raison pour laquelle on peut dire qu'on a ce flux du champ électrostatique à travers une surface fermée qui est dans ce cas ici strictement supérieur à 0, mais en général il peut être différent de 0 si on a une charge intérieure, c'est parce qu'il existe une charge à l'intérieur de cette surface. Donc par analogie avec le magnétisme, si on fait l'analogie, en magnétisme, le flux, donc si j'essaie de comparer cette relation, je fais l'analogie avec cette relation. Donc ça, on sait expérimentalement que c'est toujours égal à 0, à travers une surface fermée. Donc ça, c'est la condition. Comme ici, d'ailleurs. Donc ça veut dire, l'implication, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas de charge magnétique. En réalité, on parle plutôt de monopôle magnétique. C'est comme en électrostatique, on a des charges, on peut avoir une charge élémentaire positive ou négative. Parfois, on parle de monopôle, donc une charge qui a un signe positif ou négatif. Alors, l'équivalent, il n'existe pas en magnétisme. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas observé. Il y a des théories qui prédisent l'existence de ces monopoles, mais pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de monopôle magnétique, il n'y a pas de charge, donc l'équivalent de charge positive ou négative. Donc c'est ça la signification physique de la conservation du flux du champ magnétique. Bien. Donc, une autre analogie qu'on peut faire avec l'électrostatique, c'est de comparer la structure des lignes de champ d'un champ magnétique, par exemple les lignes créées par un aimant, avec un dipôle. Puisque on constate qu'il n'y a pas de monopôle au magnétisme, alors faisons la comparaison avec un dipôle électrostatique. Donc une charge positive et négative séparées par une certaine distance. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a exactement la même structure de ligne de champ.
Donc les lignes de champ d'un aimant créées par un aimant ressemblent beaucoup aux lignes de champ d'un dipôle électrostatique, c'est-à-dire l'association d'une charge positive et négative. Mais en réalité, ceci va être vrai pour toutes sources de champs magnétiques. Tous les champs magnétiques créés par toutes les sources peuvent être considérés en quelque sorte. Ils ont il faut dire plutôt qu'ils ont la structure, on pourrait dire une structure dipolaire. Donc les lignes de champ magnétique sont toujours enroulées sur eux-mêmes et leur forme est toujours celle d'un dipôle magnétique, quelle que soit la source de ce champ magnétique. Bien. Alors, quelques rappels ici des définitions. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, mais faisons ces rappels. Donc une ligne de champ, qu'est-ce que c'est? Comme vous devez le savoir, aussi en électrostatique, une ligne de champ, c'est toute courbe tangente en chacun de ces points au champ magnétique B. Donc ça, c'est la définition. Et si maintenant vous avez un ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur un contour, donc ici, ces lignes de champ, on a l'impression qu'ils s'appuient sur un contour, alors dans ce cas, ces lignes de champ forment ce qu'on appelle donc un tube de champ. Pour l'orientation d'un champ magnétique, bien sûr, on utilise tout simplement une aiguille aimantée. Donc par exemple, ici, j'ai cet aimant qui crée ce champ magnétique. Donc le champ magnétique sort du nord, s'éloigne du nord et va vers le sud, et s'approche du sud. Et donc si je veux définir en un point quelconque de l'espace le sens de ce champ magnétique, je peux utiliser une aiguille aimantée. Cette aiguille se dirige toujours vers le nord et donc ça m'indique le sens du champ magnétique. Alors cette autre remarque qui rejoint ce qu'on vient de dire juste avant, qu'un champ magnétique il a toujours une structure dipolaire. Si je prends juste une simple loupe de courant ici, donc un circuit fermé, on constate qu'on peut définir le nord et le sud exactement que pour un aimant. Donc si je regarde du haut, je vois que le champ magnétique s'éloigne, donc ça c'est le nord, et si je regarde du bas, le champ magnétique va vers le sud, donc ça c'est le sud. Alors, tout comme en électrostatique, alors vous avez vu, surtout lorsque vous avez fait des calculs, qu'il faut souvent, d'abord, lorsqu'on s'attaque à un problème d'électrostatique, on veut calculer le champ créé par une distribution de charge volumique, surfacique ou linéique, quelle que soit la situation, il faut toujours étudier les symétries et invariances du problème pour simplifier le calcul, parce que cela nous permet souvent de réduire le calcul. Alors la même chose s'applique ici en magnétisme, donc il faut toujours d'abord définir ou étudier les symétries et invariances. Alors ça vient du principe de Curie qui nous dit, donc Pierre Curie, physicien connu, qui nous dit que si on a des symétries au niveau des causes, on va retrouver ces mêmes symétries au niveau des effets. Alors pour nous ici en magnétisme, les causes c'est la distribution de courant. Si par exemple j'ai une distribution volumique ou surfacique, donc volumique, on va définir la densité volumique de courant J. Si on a des symétries à ce niveau-là, donc si cette distribution de courant admet des symétries, le principe de Curie nous dit ces mêmes symétries vont se retrouver dans le champ magnétique et le potentiel vecteur magnétique qui sont les effets. Donc ça c'est les effets des causes qui sont la distribution volumique de courant ou courant tout court. Alors on a la même chose, vous avez la même chose en électrostatique. En électrostatique, les causes c'est la densité volumique de courant par exemple, ou un ensemble de charges ponctuelles, quelle que soit la situation qu'on a, et on va retrouver les mêmes symétries au niveau des effets, c'est-à-dire le champ électrostatique ou le potentiel par exemple. Voilà. Alors considérons un exemple ici pour voir le type de symétrie qu'on peut avoir en magnétisme.
Donc, considérons une distribution volumique de courant, V, et supposons qu'elle admet un plan de symétrie. Donc, c'est ce plan qui est dessiné ici. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais redessiner ce plan ici, mais là, je vais le redessiner seulement dans le plan. Là, c'est présenté un peu dans l'espace, là, c'est dans le plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que c'est ça le volume V. Un peu mal dessiné. Donc dans ce volume V, j'ai une distribution volumique de courant et elle admet comme plan de symétrie ce plan dessiné ici, P. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un point quelconque ici, P, sont symétriques par rapport à ce plan, P'. Alors, puisque là on a une distribution volumique de courant, donc en chaque point, je peux définir, j'ai une densité volumique de courant qui le traverse. Et le fait que ça c'est un plan de symétrie, ça veut dire que la densité volumique de courant qui traverse le point P est égale à la densité volumique qui traverse P'. Donc J c'est le symétrique de J de P, c'est le symétrique de J de P'. Vous pouvez considérer ce plan comme un miroir, mais un miroir pour la densité volumique de courant. Donc si vous prenez un autre point, par exemple ici, au niveau de son symétrique, j'ai la même densité volumique de courant qui le traverse. Bien. Alors ici, on suppose, dans cet exemple qui est dessiné ici, on suppose que, pour simplifier, que la densité volumique de courant au point P, elle traverse le plan vers vous, vers l'extérieur. Ça c'est J de P. Et donc là, le symétrique au point P', là aussi, J de P', elle regarde, donc elle se dirige vers l'extérieur du tableau. Alors, si je veux voir quelles sont les conséquences de cette symétrie en un point M du plan de symétrie. Alors, je vais essayer de calculer le champ créé par la densité volumique J, donc J au point P, et J au point P', et voir qu'est-ce que j'obtiens. Quel est l'effet de symétrie? Donc pour faire ça, bien sûr, on applique la loi de Biot et Savart. Donc le champ élémentaire créé par J qui traverse P, comme on a vu avant, donc c'est mu0 sur 4pi, J de P, vectoriel mu sur R au carré. R c'est la distance entre le point P, donc c'est cette distance, et le point M. De la même façon, D de B' créé par la densité volumique qui traverse P', c'est mu0 sur 4pi J de P' vectoriel U' sur R' au carré, mais à cause de la symétrie, cette distance est égale à celle-là. Ça c'est R', mais je vais écrire R au carré parce que, à cause de la symétrie, R est égal à R'. Et là, D de V' et D de V c'est équivalent à D de V'. Donc c'est ça ce qu'on obtient. Donc pour calculer le champ total, là, bien sûr il faut faire la somme. Donc le champ total créé par les deux points, les deux densités volumiques symétriques, D de P total est égal donc à mu0 sur 4pi. Alors ici J de P' est égal à J de P, donc je peux factoriser par J et je vais avoir J de P vectoriel U plus U' sur R au carré, ici D de V. Donc on obtient cette formule. Alors ici j'ai oublié D de V, donc ici il y a un D de V. Alors ici mu et mu', donc les vecteurs unitaires, à cause de la symétrie, eux-mêmes ils sont symétriques. Donc lorsque je vais retracer ça ici pour expliquer, donc si je reprends le point M, ça c'est U', ça c'est U. Donc si je fais leur somme, à cause de la symétrie, la somme va se retrouver à l'intérieur du plan. Donc ça c'est U
plus U'. Alors maintenant, faisons le produit vectoriel entre J et U plus U', en appliquant la règle de la main droite. Donc je reprends le plan. Donc ça c'est la somme U plus U'. Et J de P, donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan du tableau et qui se dirige vers l'extérieur. Donc J, si je le dessine, je vais le retrouver ici. Donc c'est ça J. Et ça c'est U plus U'. Donc ça c'est J, ça c'est U plus U'. Si vous utilisez la règle de la main droite pour calculer ce produit vectoriel, donc vous allez faire ça. Donc ça c'est J, ça c'est U plus U'. La règle de la main droite vous dit il faut ramener ce vecteur. Donc ça c'est J, vectoriel U plus U'. Vous ramenez ce vecteur vers ce vecteur avec la main droite. Et l'index vous donne la direction du produit vectoriel. Donc la direction du produit vectoriel, c'est celle-là. Donc c'est ça la direction de DB total. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que au point M, le champ magnétique total, il est perpendiculaire au plan au point M. Et donc ça c'est un résultat très important. Donc le champ total est perpendiculaire au plan de symétrie en tout point M. Ceci va rester vrai en tout point du plan de symétrie. Pourquoi? Parce que si vous prenez n'importe quel point ici et sont symétriques, la somme des deux, donc le même raisonnement va s'appliquer, la somme des deux va vous donner un champ au niveau du plan qui va être perpendiculaire. Donc si vous avez une distribution volumique de courant dans laquelle il y a un plan de symétrie, ben le champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan de symétrie. Et ça c'est un résultat très important qu'il faut utiliser lorsqu'on souhaite calculer le champ magnétique donc pour une distribution de courant donnée. Alors on peut avoir aussi un plan d'antisymétrie. Si j'ai un plan d'antisymétrie, c'est juste l'inverse. Donc je reprends ici le plan d'antisymétrie. Un plan d'antisymétrie, ça veut dire pour chaque point, donc dans un volume V, j'ai une distribution volumique de courant dans laquelle j'ai un plan d'antisymétrie. Ça veut dire que chaque point que je prends ici, un point par exemple ici, J de P, au niveau de sa symétrie, donc son symétrique ou son image par rapport au plan, elle est inversée. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, au niveau de ce point, la densité volumique de courant, J de P', elle va dans le sens inverse, c'est pour ça que j'ai mis la croix, dans le sens inverse de J. Donc c'est l'inverse de la symétrie. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe si je veux voir le résultat concernant le champ magnétique créé en un point de ce plan? Regardons par exemple en ce point. Donc ça c'est le vecteur unitaire U, et ça c'est J qui va vers l'extérieur. Donc ça c'est U, pardon, ça c'est U, ça c'est J. Si vous faites J vectoriel U, vous voyez que ça me donne cette direction. Donc ça c'est J, je répète, ça c'est U. Vous faites J vectoriel, donc je ramène J vers U avec la main droite. Donc ça me donne, l'index me donne la direction du produit vectoriel. Donc ici j'obtiens la direction du champ dB créé par cette densité volumique de courant. Si je fais la même chose ici, donc ça c'est le vecteur unitaire, il est dirigé comme ceci, mais maintenant J il est dirigé vers l'intérieur. Donc J de P', c'est l'inverse de J, il est dirigé vers l'intérieur. Si vous faites donc J, donc ça c'est J, ça c'est U, regardez bien, J vers l'intérieur, ça c'est U, vous faites J vectoriel U, ça vous donne cette direction. Donc on obtient le champ dP',
Donc on voit que la somme de dB et dB', ça nous donne la totale. Donc le total appartient au plan de symétrie. Donc en résumé, donc ça, on a deux résultats très importants qu'on va utiliser lorsqu'on souhaite calculer le champ magnétique. D'abord, si on a une distribution volumique qui admet un plan de symétrie, ben le champ magnétique, en ce plan de symétrie, il est perpendiculaire. Mais si on a un plan d'antisymétrie, donc c'est l'inverse de la symétrie, dans ce cas, le champ magnétique, en chacun des points de ce plan d'antisymétrie, il va être porté par ce plan. Donc il appartient à ce plan. Et donc ça, c'est deux résultats qu'il faut utiliser. Donc il faut commencer par ça, il faut regarder si on a des plans de symétrie pour les utiliser pour simplifier le calcul. Bien. Donc dans cette section, on va aborder la notion de dipôle magnétique, puisqu'on a vu précédemment que la structure d'un champ magnétique, donc plutôt les lignes de champ, ressemblent à ceux d'un dipôle, comme vous avez vu en électrostatique. Donc la structure des lignes de champ, elle est toujours dipolaire, donc il est important d'étudier le dipôle magnétique. En plus, au niveau microscopique, au niveau des atomes, donc les électrons qui tournent, souvent on les considère comme des courants, donc qui créent un champ magnétique. On les considère comme des dipôles magnétiques. Donc lorsqu'on étudie les effets magnétiques dans les milieux matériels, on va considérer donc les atomes comme une distribution de dipôles dans le vide. Et cela va nous simplifier l'étude de ces effets magnétiques par les milieux matériels. Donc avant de définir ce que c'est un dipôle, d'abord, on va essayer de voir une définition ici qui va nous permettre de définir le moment magnétique dipolaire. D'abord, un dipôle, en magnétisme, c'est un peu l'équivalent d'un dipôle électrostatique. Donc en électrostatique, on a une charge positive et une charge négative. Mais en magnétisme, on n'a pas de monopôle, donc on n'a pas de charge magnétique. Mais on considère un dipôle comme si c'était l'association du pôle nord et du pôle sud, comme si c'était des charges, mais ce n'est pas vraiment des charges. Bon, en pratique, la définition d'un dipôle, c'est tout simplement une boucle fermée. À chaque fois que vous avez un circuit fermé, on peut le considérer comme un dipôle si on s'intéresse aux effets magnétiques ou aux champs magnétiques créés par ce circuit fermé ou cette boucle fermée de courant à des distances qui sont assez loin devant les dimensions de dipôle. Parce qu'on parle d'approximation dipolaire. Donc considérons ici cette boucle fermée que vous avez ici dans le dessin. Elle peut avoir une forme quelconque et on considère qu'elle est parcourue par un courant I, bien sûr qui ne dépend pas du temps. Alors on peut démontrer mathématiquement que le vecteur surface, donc délimité par ce dipôle, est donné par cette formule. Alors on peut vérifier cette formule de façon très simple dans le cas d'un cercle, mais c'est un peu plus compliqué pour une forme plus compliquée. Donc dans le cas d'un cercle, vous savez que OP, donc pour un cercle ici OP en coordonnées polaires, c'est tout simplement R, le vecteur R. Et D de L, de déplacement élémentaire en coordonnées polaires, c'est R dθ, suivant Eθ. Donc si je calcule OP vectoriel dl, ça me donne, alors R ici, en fait R ici, puisque c'est un cercle, c'est en fait grand R suivant le vecteur position ER, et donc ici je vais avoir R, ER, vectoriel, R dθ, Eθ. Donc ça me donne R au carré, dθ, ER vectoriel Eθ, vous savez que c'est EZ. Donc maintenant, si vous intégrez, surtout le contour, tout le cercle, ou le circuit plutôt, donc vous obtenez R carré dθ, et θ varie entre 0 et 2π, et on obtient ici le vecteur EZ. Donc ça vous donne 2πr carré EZ, c'est-à-dire 2 fois πr carré, c'est la surface donc délimitée par le cercle.
Donc c'est 2 fois S ici, donc c'est 2 fois la surface EZ. Et donc on voit bien, alors SEZ, EZ c'est la normale à la surface dans ce cas, donc ça c'est 2 fois la surface S. Et donc le vecteur S est bien égal à 1 demi intégrale au P vectoriel dl. Alors ça, donc c'est comme j'ai dit, c'est facile à vérifier dans ce cas, mais on va l'admettre pour tout circuit fermé, ou toute boucle de courant fermée plutôt, on va admettre cette relation. Donc, V, elle est générale. Bien, alors, maintenant parlons du moment dipolaire magnétique. Donc cette formule va nous permettre de définir le moment magnétique du dipôle. Et en fait, ce moment dipolaire, il permet de définir le moment de force subi par ce dipôle lorsque un champ magnétique externe est exercé. Là, je vais faire l'analogie avec l'électrostatique. Si vous avez un dipôle en électrostatique, comme ceci, donc vous avez une charge positive et négative, et là vous avez une certaine distance D, donc là vous avez, on définit P comme étant Q fois le vecteur D. D, donc c'est la distance entre les deux charges. Donc ça c'est le moment dipolaire en électrostatique. Alors il est connu en électrostatique. Si vous appliquez un champ électrostatique là où se trouve ce dipôle, eh bien ce dipôle il va subir un moment de force égal à P. On démontre qu'il est égal à P vectoriel E. P c'est le moment dipolaire du dipôle. C'est-à-dire que l'application de ce champ électrostatique, le dipôle va subir un moment de force qui va le faire tourner pour l'aligner avec le champ électrostatique. Donc le moment dipolaire ici nous permet de définir le moment de force qu'il subit lorsque il est soumis à un champ électrostatique. La même chose, par analogie, on obtient exactement la même chose en magnétisme. Si j'ai un dipôle, on démontre donc une boucle de courant fermée. Alors on définit le moment magnétique de ce dipôle M par cette relation, donc le courant fois le vecteur S. S c'est la surface délimitée par ce dipôle. Donc cette surface, elle est orientée telle que donc le vecteur S il est perpendiculaire à la surface, bien sûr. Donc ça nous donne cette direction. Alors attention, là aussi il faut orienter en réalité le courant, le sens positif. Donc là je vais prendre I dans le sens inverse et c'est ça qui va nous donner cette direction S. Et donc si je multiplie par I, j'obtiens le moment magnétique. Alors là aussi, si j'applique un champ magnétique à ce dipôle, on démontre, on ne va pas le faire, mais on démontre que le moment va subir un moment de force égal à M vectoriel P. Donc ce moment magnétique, au moment dipolaire magnétique, me permet de définir le moment de force subi par le dipôle lorsque on applique un champ magnétique extérieur. Bien, alors, continuons. Donc la formule qu'on vient de voir du moment magnétique, on peut l'appliquer aussi dans le cas de particules ponctuelles. Si on n'a pas un courant continu, mais on a des particules qui se déplacent, par exemple, comme si je prends ici l'exemple de l'atome d'hydrogène, donc on a un électron qui tourne autour du proton, donc on a une charge ponctuelle, mais on peut montrer qu'on peut appliquer exactement la même formule pour définir le moment magnétique. Donc le moment magnétique dans ce cas, il va être défini comme suite. Alors appliquons la même formule, c'est-à-dire M égale IS, et regardons ce qu'elle nous donne. Donc I ici, l'équivalent du courant ici, c'est, vous savez que le courant c'est la charge par unité de temps. Donc ici l'électron fait une rotation pendant une durée de temps qui est égale à la période de rotation T, et la charge de l'électron, donc c'est E, on va l'appeler ici juste Q, et donc Q sur T, la charge sur la durée de la période,
c'est l'équivalent d'un courant I. Donc ici, on va écrire Q sur T fois S, c'est-à-dire 1/2 intégrale de OP. Alors OP ici, donc c'est le vecteur position que je peux écrire sous la forme R, vectoriel dl. Alors c'est quoi dl? Puisque l'électron donc tourne avec une vitesse v, et dl c'est un déplacement élémentaire, on a une relation entre dl et v. V c'est dl sur dt. Donc je peux remplacer directement ici dl par v dt. Donc ici l'intégration se fait sur le temps seulement. R et V, R est fixe, V même s'il tourne mais il ne dépend pas du temps, on peut le sortir. Donc on va avoir Q sur 2T, R vectoriel V, intégrale dt. Alors l'intégration du temps sur une rotation, donc sur tout le cercle, ça nous donne T. Donc ça va donner T. Donc on obtient Q sur 2 R vectoriel V. Donc si on a des charges ponctuelles, le moment magnétique de cette charge ponctuelle, il est défini par cette formule en partant de cette définition au départ. Si j'ai plusieurs charges ponctuelles, dans ce cas, on va utiliser donc la même formule, mais on va juste faire la somme. Donc c'est-à-dire Q sur 2, la somme de I, RI vectoriel V, si on a plusieurs charges. Bien, alors maintenant on va étudier on va essayer d'étudier le champ magnétique créé par un dipôle dans l'approximation dipolaire, justement dans l'approximation où un circuit fermé va être considéré comme un dipôle, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand on essaie de calculer le champ magnétique sur des distances assez loin devant les dimensions du dipôle. Donc dans ce cas, le dipôle, ces dimensions vont être négligeables devant. Donc on se met dans cette situation-là, on veut calculer le champ au point M, et le point M il est tel que, donc OM la distance par rapport au centre du référentiel ici, donc ici au centre du référentiel on place un circuit fermé. Alors si OM est très grand devant le rayon ou les dimensions de ce circuit fermé, dans ce cas on parle d'approximation dipolaire, c'est-à-dire que ce circuit fermé, on va le considérer comme un dipôle justement magnétique. Donc ça rejoint la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Et bien sûr on va utiliser la loi de Biot et Savart. Donc on utilise les coordonnées sphériques, R, θ, phi. Donc le point M il est repéré par R, θ, phi. Et pour le circuit fermé, il se trouve dans le plan. Et donc si je prends un élément de courant IDL ici, donc IDL, c'est quoi DL? DL, on utilise les coordonnées polaires, donc c'est I fois le rayon de ce cercle, c'est-à-dire, alors le rayon ici on l'a appelé R' ou A. Donc OP est égal à A. Donc je vais utiliser A. Donc c'est A ou R'. D phi prime. Ça c'est les coordonnées polaires que vous connaissez. Suivant E phi prime. Bon, en général on utilise R dθ Eθ, mais c'est juste l'appellation qui a changé. Donc au lieu de θ on a utilisé phi prime. Parce que ici on utilise θ pour les coordonnées sphériques, pour l'angle entre OM et Z, comme vous le savez. Voilà, donc un élément de courant de ce dipôle, d'après la loi de Biot et Savart, il nous crée au point M le potentiel vecteur élémentaire égal à μ0 sur 4pi IDL sur la distance PM. La distance PM, c'est la distance entre l'élément de courant IDL, donc P c'est le centre de IDL, et M donc c'est là où on calcule le champ. Alors c'est quoi PM? Vecteur d'abord c'est OM moins OP.
Donc PM distance, bien sûr c'est PM, c'est-à-dire OM et ça c'est bien sûr R moins R'. Très bien, alors R, attention, R il est fixe, parce que M il est fixe, et là on calcule, et c'est R' qui change, parce que c'est sur R' qu'on va faire l'intégration. Pas R' la distance, mais le vecteur R', mais on va voir ça tout de suite. Alors c'est quoi la distance R moins R'? Par définition, donc, R moins R', c'est racine carrée de R au carré plus R' au carré. Donc ça c'est fixe, mais ça aussi c'est fixe, c'est le rayon du dipôle, moins 2R scalaire R'. Alors R en coordonnées sphériques, vous le connaissez, donc c'est le vecteur position en coordonnées sphériques. Et R' c'est le vecteur position en coordonnées polaires, parce que le cercle se trouve dans le plan. Donc A c'est le rayon ici, c'est R', c'est A cosinus phi', c'est pas phi, attention. Phi il est fixe, mais phi' il change. Si vous changez d'élément de courant, vous changez phi'. Et lorsqu'on intègre, on va intégrer justement sur phi'. Donc plus A sinus phi' EY. Alors comment on va faire ce calcul? Bien sûr, donc j'ai parlé du potentiel élémentaire, le potentiel total, on intègre sur tout le circuit. Donc on fait la somme des potentiels vecteurs créés par tous les éléments de courant ITL. Alors comment on va calculer cette intégrale? Ce qui est compliqué, c'est ce 1 sur R moins R'. Ben, on va utiliser le fait qu'on travaille dans l'approximation dipolaire. C'est-à-dire que R est très grand devant R'. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'on a cette condition réalisée qu'on considère ce circuit fermé comme un dipôle magnétique. Alors, comment on peut utiliser cette information? En faisant un développement limité ici. Donc ça, je peux l'écrire sous la forme de R au carré fois 1 plus R' au carré sur R au carré moins 2 R' sur R au carré. Et tout ça racine. Alors, une remarque ici, si on fait R scalaire R', je peux calculer le produit scalaire en utilisant l'expression des deux vecteurs dans la base cartésienne. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient R fois R'. Alors je rappelle que R' c'est juste A. R fois R' sinus θ fois cosinus phi plus sinus phi'. Ça on peut l'écrire sous forme R' sinus θ. Alors cosinus phi fois, donc cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B, c'est cosinus phi moins phi'. Utilisons les formules trigonométriques. Donc on voit que R scalaire R' sur R au carré, si je divise ça par R au carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens R' sur R fois donc ce facteur sinus θ cosinus phi moins phi'. Donc ce que j'obtiens c'est ici donc 1 plus R' sur R. Si j'écris epsilon égale R' sur R, donc epsilon il est très petit devant A,
Donc ça c'est epsilon au carré. Donc puisque c'est au carré, si je m'arrête, donc si je fais le développement développement limité de cette expression à l'ordre 1, donc cette quantité je peux la négliger. Et je vais garder que le 1 plus cette expression parce que là j'obtiens R' sur R, epsilon, donc c'est l'ordre 1. Et c'est ça ce qu'on fait. C'est ça ce qu'on fait ici. Donc on développe cette expression à l'ordre 1 et on obtient donc cette expression ici. Et donc en faisant ça, donc en utilisant ce développement limité, je remplace ici R scalaire R' comme j'ai expliqué tout à l'heure par ça, donc AR sinus θ cos phi moins phi prime sur R au carré, et ici je sors, alors ce que j'ai écrit tout à l'heure c'était R moins R', donc égale racine ce que j'ai écrit, mais ici on a juste l'inverse, donc 1 sur R moins R', c'est-à-dire R au carré plus R' au carré moins 2R scalaire R' sur R au carré puissance moins 1 demi. Donc si on fait le développement limité, ce terme il va partir, va être négligé, c'est un terme d'ordre 2. Et là je sors R carré à l'extérieur, je vais avoir R au carré puissance moins 1 demi fois 1, donc à peu près, plus, donc là je fais le développement limité, plus 1 demi fois moins 1 demi, ça donne plus R sur R', plutôt l'inverse, R' sur R, fois sinus θ fois cosinus phi moins phi prime. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Donc une fois qu'on arrive à ce niveau, maintenant le calcul se simplifie et on remplace donc 1 sur R, la norme de R moins R' dans l'intégrale qui permet de calculer A, et on obtient donc cette expression. Donc ça, ce qu'on a ici, c'est 1 sur R moins R' dans l'approximation dipolaire. Et ça c'est, alors je reviens sur ça, donc c'est IDL, donc c'est I, on a dit, ça en coordonnées polaires, donc DL en coordonnées polaires, c'est R' qui est A, D phi prime, E phi prime. Alors quelle est l'expression de E phi prime en coordonnées dans la base cartésienne? Donc si je reprends donc un petit rappel ici, en coordonnées polaires, donc ça ici on l'appelle phi prime au lieu de θ. Le vecteur ER c'est ça, et le vecteur E phi prime c'est ça. Donc E phi prime je peux le mettre ici. Donc ça c'est phi prime. Et on voit que E phi prime dans la base cartésienne c'est moins sinus θEx plus cos θ EY. Donc c'est ce que je remplaçais ici. Bien, alors, donc maintenant on développe le calcul et on sépare les intégrales. On obtient ces 4 intégrales. Alors la première intégrale est, donc ça 1, 2, 3, et la troisième, on voit très bien que c'est égal à 0. Parce que sinus et cosinus, c'est des fonctions périodiques. Donc si vous intégrez, vous allez forcément trouver 0 parce que c'est des fonctions périodiques. Il va nous rester cette intégrale et celle-là. Alors ici, pour calculer cette intégrale, il faut développer cosinus phi moins phi prime, donc revenir à cette formule, et on obtient deux intégrales à calculer, cette intégrale et celle-là. Alors celle-là, c'est cosinus phi prime fois sinus phi prime,
Donc cosinus phi prime fois sinus phi prime. Donc ça c'est tout simplement 1 demi sinus de phi prime entre 0 et 2 pi. Donc là en utilisant les formules trigonométriques, ça aussi c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que sinus de phi prime, elle aussi c'est une fonction périodique. Donc il nous reste que cette intégrale, sinus carré de phi prime, d de phi prime. Comment calculer ça? On utilise les formules trigonométriques. On sait que 1 moins 2 sinus carré de phi prime est égal à cosinus de phi prime. Donc ça devient intégrale 1 moins cosinus de phi prime sur 2 de phi prime entre 0 et 2 pi. Ça va s'annuler parce que c'est une fonction périodique. Il va nous rester que le premier terme, intégrale de d phi prime sur 2, et ça va nous donner pi. Voilà. Donc la même chose de manière similaire pour l'autre intégrale. L'autre intégrale qui reste, celle-là. Donc on développe cosinus phi moins phi prime et on obtient ça. Donc la première intégrale ici va donner un terme non nul, mais celle-là, ça va donner sinus de phi prime sur 2, c'est 0. Et il va nous rester que cette intégrale.